Bonjour et bienvenue sur ce cours sur la théorie de la probabilité. Ce cours entre en ligne droite sur le cours de statistique qui sera développé plus tard. Alors, pour comprendre la statistique, il vous faut au préalable comprendre la théorie des probabilités. Généralement, on repartit la statistique en deux groupes. Alors, on a une statistique qui sera dite descriptive et on a une statistique qui sera dite inférentielle. En général, ces deux parties entrent dans la rédaction de votre mémoire de fin de cycle. La statistique descriptive aura pour but de décrire votre jeu de données. C'est-à-dire, vous prenez votre donnée, vous prenez vos jeux de données, j'y arrive, et vous décrivez variable après variable. Par exemple, ça peut être le PIB que vous essayez de voir comment le PIB évolue, quelle est sa moyenne, la médiane, et ainsi de suite. Lorsque vous avez également un grand jeu de données avec plusieurs colonnes, c'est-à-dire plusieurs variables, vous pouvez utiliser une analyse multidimensionnelle, comme la CP ou la CM, pour réduire les dimensions de vos données afin de faire une meilleure interprétation de vos données. Maintenant, en ce qui concerne la statistique inférentielle, ici, il n'est plus question de décrire les données, mais il est question de faire des estimations, sur les paramètres de vos modèles et également de faire des prévisions, donc de faire de l'inférence. Alors, et les théorèmes fondamentaux qui sont généralement utilisés sont le théorème central limite qui vous dit que si cette somme, la somme de xi moins m sur sigma carré, va converger vers une loi normale centrée réduite. Également, vous aurez aussi la loi forte des grands nombres qui vous dit que 1 sur n, somme de xi, va converger vers la moyenne théorique de votre échantillon de la population. Et la loi faible des grands nombres va vous dire que 1 sur n somme de xi va converger vers la moyenne théorique. Alors, pour les non-puristes, ils peuvent se contenter de dire que la moyenne empirique converge vers la moyenne théorique, sans dire forcément quel type de convergence il s'agit. Mais pour des puristes, il est important de spécifier que la loi forte, elle est forte parce que la convergence est presque sûre. La loi faible, elle est faible parce que la convergence est en probabilité. Et le théorème central limite, elle a une convergence qu'on va dire la convergence en loi. Donc, on a ce machin qui converge en loi vers la loi normale centrée réduite. On a la loi forte, votre moyenne théorique, votre moyenne empirique qui converge vers la moyenne théorique. Et également la loi faible, elle converge presque sûrement. La loi forte est forte, pourquoi? Parce que la convergence est presque sûre. Parce que plus tard, lorsque on va voir les équivalences de convergence, on verra que si tu converges presque sûrement, alors tu vas converger en probabilité. La convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité. Donc, c'est pour ça que ici, elle est dit forte, ici, elle est dit faible. Également, le théorème central limite n'utilise pas beaucoup d'hypothèses, mais permet de montrer que si vous avez n'importe quelle variable aléatoire, alors à mesure que la taille de votre échantillon augmente, vous pouvez approximer la variable aléatoire obtenue par une loi normale centrée réduite. Vous voyez qu'elle est assez forte. Et étant donné qu'elle est assez forte, elle va utiliser une hypothèse qui est
une convergence qui est plus faible. On va montrer également que plus tard sur les convergences que cette convergence en probabilité sera plus forte que la convergence en loi. Donc, qu'est-ce qu'on a donc? On a la convergence. Si vous voulez retenir la loi forte, utilisez une convergence presque sûre. Vous dit que si tu converges presque sûrement, tu converges en probabilité. Et la loi faible utilise la convergence en probabilité. Et on verra encore une autre convergence parce qu'on va entrer dans les espaces LP. On verra la convergence LP. Donc, lorsque tu converges LP, selon LP, la convergence LP qui sera aussi plus forte que la convergence en probabilité. Donc, voilà principalement, généralement, les convergences qui sont utilisées dans le développement de la probabilité. Donc, déjà, pour retenir ces convergences, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la loi forte, elle est forte parce que la convergence est presque sûre. La loi faible, elle est faible parce que la convergence est en probabilité. Donc, si vous avez une suite de variables aléatoires qui convergent en probabilité, qui convergent presque sûrement, alors cette suite de variables converge aussi en probabilité. Si elle converge en probabilité, elle converge aussi en loi, parce que la convergence en loi est la convergence la plus faible. Maintenant, on a dit tout ceci, mais comment définir ces convergences? Comment dire que telle converge en probabilité, telle converge en loi? Qu'est-ce que cela signifie de façon concrète? Pour spécifier concrètement ce que cela signifie, on est contraint de définir ce que c'est qu'une probabilité. On est amené à définir ce qu'on va donc appeler un espace de probabilité. Un espace de probabilité. Alors, c'est quoi un espace de probabilité? Pour définir ce qu'on doit appeler un espace de probabilité ou bien un espace probabilisé, il nous faut avoir un univers. L'univers sera généralement nommé oméga. Alors, une fois qu'on a l'univers par exemple peut être l'ensemble de la population mondiale. Vous pouvez avoir une expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé et à regarder les faces du dé. On peut avoir soit, l'univers peut être soit, on peut avoir soit 1, 2, jusqu'à 6, par exemple. Lorsque vous avez un univers comme ceci, alors vous pouvez constituer ce qu'on va appeler les événements. Les événements sont les parties de votre univers. Les événements sont les parties de votre univers. Alors, si vous avez par exemple, si par exemple oméga est discret, alors l'ensemble des parties de oméga regroupe tous les événements de oméga. Tous les événements de oméga. Donc, l'ensemble des parties de oméga regroupe tous les événements de oméga. Dans un événement, il faut retenir qu'un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers. Ou bien c'est un élément de l'ensemble des parties de oméga. Donc, lorsqu'on a l'ensemble des parties de oméga, cet ensemble de parties de oméga vérifie certains critères qui sont très importants. Par exemple, on voit que oméga appartient à l'ensemble des parties de oméga, normal, parce que oméga est à l'intérieur. On voit également que cet ensemble de parties est
est fermé par rapport au complémentaire. Donc, est fermé par complémentaire. C'est-à-dire, si vous prenez A, qui est une partie de oméga, alors son complémentaire est forcément aussi à l'intérieur. Et vous voyez également aussi que si on prend une suite, dénombrable d'éléments, une suite dénombrable d'éléments de P de oméga, alors la réunion de AN va être aussi une partie de oméga. Alors, ceci nous pousse à définir une notion qui est très importante en probabilité, ou alors même de façon générale dans la théorie de la mesure. Cette notion est la notion de tribu. Alors, une tribu sur oméga. Une tribu, ça sera quoi une tribu? Alors, une tribu va contenir l'ensemble des parties de oméga qui vérifient certaines propriétés. Alors, soit A, une tribu. Alors, dans cette tribu, si A c'est une tribu, alors oméga est dans A. Oméga sera dans A. Également, A sera fermé par complémentaire. Donc, si vous prenez A, si vous prenez A dans oméga, dans A, alors A c'est A complémentaire est dans la tribu et c'est également fermé par réunion dénombrable. Si vous prenez une suite, ça c'est fermé par complémentaire. Et ici c'est fermé par réunion dénombrable. C'est-à-dire si vous prenez une suite d'éléments de A, alors la réunion appartient à A. Alors, on appelle ça une tribu ou alors une sigma algèbre. Une sigma algèbre, pourquoi? Une sigma algèbre parce que on sera amené à faire une sommation de ces éléments-ci. On sera amené à faire une sommation de ces éléments-ci. Et lorsqu'on va faire la sommation, vous allez voir l'expression sigma va ressortir. Donc, qui est l'expression somme. Donc, c'est pour ça qu'on doit appeler ça également une sigma algèbre. Alors, vous voyez donc, on vient de définir ce qu'on appelle une sigma algèbre. On peut également définir ce qu'on appelle aussi une algèbre. L'algèbre doit être, pour une algèbre tout simplement, pour une algèbre, alors les propriétés I doivent être vérifiées, 2I est aussi vérifié, mais juste que ça va être fermé par union finie. Donc on n'a pas nécessairement besoin que la réunion soit dénombrable. Alors, on a donc algèbre I, 2I et 3I, c'est fermé par union finie. Alors, le récapitulatif de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de définir l'univers oméga, qui sera l'ensemble des possibilités. Alors, et on a défini sur oméga ce qu'on appelait une tribu ou alors une sigma algèbre.
Une sigma algèbre qui n'est rien d'autre que l'ensemble des parties de oméga vérifiant certaines propriétés. Les éléments de A, les éléments de l'attribut A sont appelés des événements. Sont appelés des événements. Alors, une fois qu'on a défini ce couple, alors ce couple sera appelé, ce couple est appelé espace mesurable. Voilà. Espace mesurable. Bon, étant donné que on est dans la théorie des probabilités, on va dire espace probabilisable. Donc, cet espace est probabilisable, c'est-à-dire on peut d'ores et déjà définir dans cet espace une probabilité. Et là, si on définit une probabilité sur cet espace, on entre pleinement dans la signification de notre cours. Alors, espace mesurable, espace probabilisable. On a donc, c'est quoi une probabilité? Alors, une probabilité, ou bien une mesure de probabilité, parce qu'une probabilité c'est une mesure, c'est une application. Vous avez une application P qui sera définie de l'attribut vers 0, 1, qui à un événement va associer sa mesure, qui va être compris entre 0 et 1. En d'autres termes, vous avez comme propriété vérifiant P doit être supérieur ou égal à 0 pour tout événement. Donc, si vous prenez n'importe quel événement, sa probabilité, c'est une mesure positive. En deuxième définition, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir... Il faut que la probabilité de oméga soit égale à 1 et la probabilité de l'ensemble vide, parce que l'ensemble vide sera forcément, parce que l'ensemble vide c'est le complémentaire de oméga, il faut que son complémentaire donne 0. Et en troisième propriété, qui est la propriété la plus importante, si vous prenez une suite AN d'événements 2 à 2 disjoints, une suite d'événements 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire vous avez AN inter AM égale au vide pour tout M différent de N. Si la série somme des probabilités de AN est convergente, alors on définit la probabilité de la réunion sur N de AN égale à la somme sur N de la probabilité de AN. Vous voyez, voici notre sigma. Voici notre sigma. C'est pour ça qu'on va dire qu'on est dans une sigma algèbre. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une sigma algèbre. Parce que la réunion des nombres qu'on a définie à la base, c'était dans le but de pouvoir faire cette sommation en réalité. Cette sigma additivité. Donc, vous voyez donc qu'une mesure de probabilité est sigma additive. Là, donc,
vous allez par exemple voir que cette mesure de probabilité va vérifier des propriétés très importantes. Voilà. On montre que si vous prenez A et B, deux événements tels que A soit contenu dans B, alors vous aurez probabilité de A plus petite que la probabilité de B. On montre cela très facilement. Également, ça veut dire que la probabilité, c'est une fonction qui est croissante. On peut également aussi montrer qu'il y a une sous-additivité, que si vous avez A et, la probabilité de la réunion de AN est plus petite que la somme de la probabilité de AN. Bon, là, il y a plein d'autres propriétés qui peuvent être vérifiées, donc je vous épargne complètement. Aller dans le cours de probabilité ici, c'est juste avoir l'idée générale. Alors, une fois ceci dit, on va se rendre compte de ceci. Alors, si construction d'une mesure de probabilité. On aimerait bien construire une mesure de probabilité, mais comment? Alors, on va distinguer deux cas. Si votre oméga est dénombrable, si oméga est dénombrable, alors, si oméga est dénombrable, qu'est-ce qu'on a? Alors, généralement, on prend l'attribut A qui sera l'ensemble des parties de oméga. Et forcément, oméga pourra s'écrire toujours comme étant une réunion sur n de oméga n. On pourra toujours écrire cette réunion-ci. Alors, il suffira de prendre pour chaque oméga, Pn de oméga est égal. Si à chaque pondération, on a un Pj tel que la somme des Pj soit égale à 1. On va toujours voir que cette mesure-ci, définie comme ceci. Donc, si vous avez un ensemble de pondérations Pj tel que la somme est égale à 1, vous pourrez toujours associer à cette pondération une mesure de probabilité. Toujours. Quelle que soit la sommation. D'ailleurs, si vous avez par exemple le cas cliché, si vous avez en prenant par exemple les PJ égale à lambda J sur factoriel J exponentielle moins lambda, on a cette sommation, on a la somme des PJ, on a la somme des PJ sur grand N, donc J appartenant à grand N est égal à 1. Et donc, vous pouvez définir une probabilité par la probabilité de chaque J est égale à lambda J sur factoriel J exponentielle moins lambda, qui est généralement très connu sous le nom de la loi de Poisson. Donc, quelle que soit la sommation, donc vous pouvez définir votre loi aussi comme ça. Donc, tant que vous êtes dans un espace qui est dénombrable, ça peut être fini ou infini dénombrable. Il n'y a pas de problème. Que ce soit fini ou infini dénombrable, il n'y a pas de problème. Donc, vous pourrez toujours faire cette sommation-là. Alors, mais les choses deviennent beaucoup plus difficiles lorsque A n'est pas dénombrable. Lorsque oméga n'est pas dénombrable. En réalité, si oméga n'est plus dénombrable, alors il y a un théorème très important
qui montre que si vous prenez l'exemple sur 0,1, si vous prenez l'exemple sur 0,1, attendez, j'y arrive. Si oméga n'est pas dénombrable, si oméga n'est pas dénombrable, alors si vous prenez alors, si oméga n'est pas dénombrable, alors, si vous prenez oméga égale à 0,1, prenez oméga égale à 0,1, vous considérez la probabilité uniforme, c'est-à-dire vous avez probabilité de AB, bien sûr A compris entre 0 et 1, ce sera égal à B moins A. Pour tout intervalle AB contenu dans 0, 1, alors vous pouvez toujours trouver un sous-ensemble. Alors il existe un sous-ensemble. Il existe un sous-ensemble A de 0, 1 pour lesquels P n'est pas défini. Alors, cette propriété très importante est connue sous le nom. Cet espace A est appelé espace de Vitali. Alors, vous pouvez aller sur Google, vous allez voir toute une panoplie d'espaces de Vitali. Donc, vous pouvez toujours, c'est-à-dire, si vous prenez par exemple la mesure sur 0,1, la loi uniforme, vous allez trouver des espaces qui sont des sous-ensembles de 0,1, mais pour lesquels la mesure de la probabilité uniforme n'est pas définie. Vous voyez, ça cause donc le problème de la définition de la probabilité sur l'ensemble de toutes les parties de oméga. Ainsi, P de oméga est bien trop grand. Est bien trop grand pour la définition d'une probabilité. D'une probabilité. Alors, je me résume. Si votre espace de probabilité est dénombrable, alors vous pouvez toujours facilement prendre A est égal à l'ensemble des parties de oméga. Ça marche toujours. Parce que chaque élément sera mesurable. Vous pourrez appliquer la probabilité sur chaque ensemble. Alors, mais dans le cas où ce n'est pas dénombrable, alors les espaces de Vitali montrent qu'en prenant en particulier l'intervalle 0,1 et en définissant la mesure de Lebesgue dessus, on se rend compte qu'il existe des ensembles qui sont les ensembles de Vitali qui ne sont pas mesurables. Et donc,
On ne peut donc pas prendre dans le cas non dénombrable P de oméga. Il nous faut donc construire des ensembles qui seront plus petits que P de oméga, mais qui seront des sigma algèbres sur lesquels on va définir notre probabilité. C'est dans ce sens que Borel est venu pour définir les boréliens de R dans lesquels un espace qui est plus petit que l'ensemble de toutes les parties de oméga, mais qui est une sigma algèbre dans laquelle on peut définir une mesure de probabilité utile. Alors donc, ceci, après avoir dit tout ceci, on ne peut pas définir aisément une mesure de probabilité sur on ne peut pas définir aisément une mesure de probabilité sur oméga lorsque oméga n'est pas dénombrable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut définir P sur des algèbres. On va donc définir ce qu'on doit appeler une algèbre. C'est quoi une algèbre? On a déjà défini ça plus haut. Alors, une algèbre doit vérifier une algèbre, c'est un ensemble, c'est un ensemble de parties de A de oméga tel que on aura petit i, il faut que oméga soit dans l'algèbre, il faut que A soit fermé par complémentaire, c'est-à-dire si vous avez A dans A, alors son complémentaire est dans A, et il faut que si vous prenez une suite dénombrable, suite finie, dans AI, I 1 à N, appartenant à A, alors la réunion finie doit être un élément de A. Vous voyez ici que on a pu parler de sigma algèbre, mais on a parlé d'algèbre. Alors, on va alors définir une probabilité sur cette algèbre. Une probabilité, une proba définie sur l'algèbre, définie sur A est telle que. Alors, il faudrait que toujours P soit positif pour tout espace mesurable A. Il faudrait que si on prend oméga, sa probabilité soit 1 et la probabilité du vide soit 0. Et également, il faut que si on prend deux ensembles mesurables A et B, alors disjoints tels que, je sais que j'écris très mal, désolé, tel que A inter B soit égal au vide, alors il faut que la probabilité de A union B soit égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Alors, si de plus, ça c'est I, 2I. Donc là, on a une probabilité sur une algèbre. Si de plus, on a, pour tout atteindre, on peut toujours prendre une suite dénombrable d'éléments de grand A, tels que la réunion de ces éléments-là, dans grand N nous donne A, et dans grand A, on a P de la réunion de AN
égale à la somme sur n de la probabilité de AN. On va donc dire que notre P est sigma additif. P sigma additif. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Vous voyez qu'on a pris, on sait définir une probabilité sur une algèbre. On sait définir une probabilité sur une algèbre. C'est-à-dire, on a besoin juste d'une algèbre. Alors, on sait définir une probabilité sur une algèbre. Si depuis cette probabilité est sigma additif, alors on aura un théorème très important. C'est ce théorème qui nous permet de construire une mesure de probabilité. C'est ce théorème extrêmement important en probabilité qui va nous permettre de construire notre mesure de probabilité. Bon, il est important de noter qu'on peut prolonger, on peut construire la mesure de probabilité en utilisant le théorème de représentation des risques, et également le théorème de Kolmogorov. Mais dans notre cas, on utilise juste le théorème de caractérodoré. Le théorème de caractérodoré. Alors, ce théorème va nous permettre de prolonger une probabilité. Ce théorème nous dit quoi? Si vous avez P, une mesure de probabilité, si vous avez P, une mesure de probabilité sur une algèbre, A qui est sigma additif, alors P s'étend à une unique unique mesure de probabilité, unique mesure de probabilité sur sigma de A. Alors c'est vrai que je n'avais pas défini sigma de A, en fait c'est la sigma algèbre engendrée par A. Donc, en fait, si vous avez un ensemble quelconque, alors le résultat le plus important, c'est que si vous avez une intersection de sigma algèbre, l'intersection de sigma algèbre, c'est également aussi une sigma algèbre. Mais la réunion n'est pas forcément vraie à cause de la réunion des nombrables. Donc la réunion des nombrables de la sigma additivité qui permet de définir donc une intersection de sigma algèbre, c'est une sigma algèbre. Donc si vous avez donc une partie de oméga, si vous avez n'importe quelle partie de oméga, alors vous pouvez définir la sigma algèbre engendrée par cette partie-là, qui est l'intersection, qui est la plus petite sigma algèbre contenant cette partie. Donc sigma A est la plus petite sigma algèbre contenant A. Alors on a donc défini notre probabilité là, qu'on a notre probabilité qui s'étend là est définie par P de A est égal à quoi? Est égal au inf. On a besoin de cette sigma additivité ici, de P de AN, N de 1 à l'infini, les AN appartenant à chaque A, tel que pour tout n supérieur ou égal à 1 et
A est contenu dans la réunion sur N de AN. Voilà notre mesure de probabilité qu'on a prolongée. Donc avec ça, vous pouvez toujours définir une probabilité en ayant juste une algèbre. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? En résumé, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de notre espace de probabilité, un espace, non, on est parti de l'univers oméga. On a défini sur cet univers l'ensemble, un ensemble de parties vérifiant certaines propriétés qu'on appelle les tribus ou sigma algèbre qu'on a nommé grand A. Une fois on a défini cette sigma algèbre sur grand A, il nous a fallu définir ce qu'on a appelé une mesure de probabilité qui vérifiait différentes propriétés. On a donc un espace probabilisé, ou pour ceux qui font la théorie de la mesure, espace mesurable. Alors, une fois qu'on a l'espace mesurable, on sait construire P, on sait facilement construire P lorsque notre sigma algèbre ci est constitué d'éléments dénombrables. Mais on ne sait pas le construire lorsque notre sigma algèbre est constitué des éléments qui ne sont pas dénombrables. Donc, la probabilité lorsque oméga est dénombrable, on le définit très aisément comme étant la somme des pondérations, la somme des oméga i, qui va être égale au PJ, tel que la somme des PJ va être égale à 1. Mais dans le cas où oméga n'est pas dénombrable, alors il nous faut au préalable définir une algèbre sur oméga. Une fois qu'on a défini une algèbre sur oméga, on définit une mesure de probabilité qui sera sigma additive. Une fois qu'on a une mesure de probabilité qui est sigma additive, alors on peut donc utiliser le théorème de prolongement de Kolmogorov qui prolonge cette mesure de probabilité sur la sigma algèbre engendrée par A, et donc on a donc un espace oméga sigma A P qui sera notre espace de probabilité. Là, on a donc tous les cas possibles. On a donc ainsi définir le cadre théorique de notre cours, qui est l'espace de probabilité, qui est notre premier cours de théorie de la probabilité. Alors, dans le prochain cours, on verra la notion de variable aléatoire. Alors, j'espère que j'ai répondu à, ou bien l'idée du cours était principalement de donner un canevas logique de compréhension de cours de probabilité. J'espère que vous avez plus ou moins compris certaines choses. Et vous pouvez approfondir ces notions en lisant par exemple le document de Gilbert Saporta, où il y a une définition beaucoup plus rigoureuse de la théorie de la probabilité, de la convergence, de la loi des grands nombres et la loi forte comme la loi faible. Vous voyez que la loi faible, on a une convergence en probabilité. La loi forte, on a une convergence presque sûrement. Et pour le cadre de la loi, pour le cadre de théorème central limite, on a une convergence en loi. Donc je vous invite à lire le document. Voilà la loi faible, on a une convergence en probabilité. La loi forte, on a une convergence presque sûre. Je vous invite donc à lire le document Probabilité et analyse de données statistiques de Gilbert Saporta pour approfondir, pour avoir les définitions beaucoup plus rigoureuses des notions que nous avons abordées. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.